Il vient de la partir. Bonjour Manuel, Ah, salut François, je savais pas, je savais même pas ça qu'on va était en bien? nombre tout Oui, parce que oui. oui, ça va bien toi. Parce que j'ai pas vu le décompte de 30 secondes habituel. Ah, ben, on est en onde. Parce que tu me disais qu'il y avait la machine qui marchait. On va expliquer aux gens un petit peu. Mais je ne l'entends pas. Moi, tout va bien pour l'instant. Ah, ok, parfait. Ici, c'est plutôt infernal. Tu l'entends pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Le son est bon. Ben, écoute, tant Alors, mieux. je te laisse y aller. Bon, ben désolé pour cette introduction étrange parce que je n'avais aucune idée qu'on était en ondes immédiatement. Donc, bienvenue sur ce quatrième et dernier live de la série du non-verbal. Ce live, le live d'aujourd'hui portera sur la détection du mensonge, un sujet qui est aussi chaud que le dernier, qui était la séduction, mais qui est cependant beaucoup plus complexe que le truc de la séduction, tellement que j'ai dû travailler plusieurs heures, puis me prendre une quantité monstrueuse de notes parce que je me serais jamais remémoré de tout ça en temps. Donc, sur ça, ben là, vous avez déjà vu François qui est sûrement apparu pour me dire que j'étais en onde sans que je le sache, mais sachez que François s'occupe de l'aspect technique, comme d'habitude, puis que vous pourrez toujours lui poser vos questions en direct, soit dans le chat immédiatement, pas immédiatement, mais directement, ou à François en privé. Puis François pourra passer les questions. Donc, profitez-en, hein, c'est le dernier live, donc le dernier question-réponse. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, Manuel Constant, synergologue. Je suis formateur en communication non verbale pour ma propre compagnie qui s'appelle Synergie. Bon. Puisque j'y pense, là, François, tu l'entends-tu, la machine infernale? Un petit peu. Juste quand tu arrêtes de parler, genre, on peut l'entendre, Okay. mais sinon, c'est pas si pire. Pense à Parfait. garder ta direction vers le micro, puis ça va être correct. Okay. Avais-tu des problèmes de ça? Juste quand tu t'éloignes comme ça. OK, parfait. Donc, Je suis là les pour autres. toi. Oui, merci. Je reprends. Bonjour Emmanuel, bonjour Mélissa. Ben, Emmanuel qui me dit bonjour de Paris quand même. Hein. On a plus qu'un continent. Donc, le décollage du mensonge, sujet qui implique tout le monde. On va entrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce live-là? Premièrement, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des sujets qui choquent, des sujets que je n'aborde pas nécessairement dans mes formations. Puis pourquoi celui-ci en particulier? Ben parce que justement, c'est tellement complexe, le mensonge, l'être humain est complexe, là, d'abord. Le langage corporel est complexe, mais le mensonge, la détection du mensonge, c'est ultra complexe. C'est quelque chose qu'on voudrait vous faire croire ou que l'on voudrait croire qui est ultra simple. Donc, toutes les recettes miracles, les formules magiques, les livres sur le décodage du mensonge, tant qu'à moi, vous pouvez oublier ça. Ça prend justement une expertise là-dedans, mêlée aussi à l'art de l'intuition et des habiletés relationnelles. Donc, c'est complexe. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce live-là, à la fois pour parler de la complexité du sujet et pour vous donner quand même quelques trucs concrets applicables dans la vie que vous pourrez utiliser avec parcimonie, évidemment. D'abord, pour mettre la table sur la complexité de la chose, j'aimerais vous mentionner que, vous le savez déjà, le synergologue doit effectuer un parcours académique d'environ 3 ans pour obtenir son titre de synergologue. Puis, ce qui arrive, c'est que dans la première année, on nous enseigne des items, c'est-à-dire des marqueurs corporels. Tel geste veut dire tel truc, tel autre geste veut dire tel truc. On fait ça pendant 1 an environ. La deuxième année, on arrive, puis on s'assoit en classe, puis là, on nous dit, vous savez, tout ce que vous avez appris, ben, jetez là à la poubelle parce que maintenant, gardez-le en mémoire, mais là, on va voir les concepts qui chapeautent tous ces gestes-là. On va aller plus en profondeur dans les mécanismes, dans la compréhension humaine. Donc, on va aller plus loin que les systèmes, que les gestes qu'on voit. Puis là, on voit des concepts pendant environ une autre année. Puis la troisième année, ben, au bout de la troisième année, pendant les 6 derniers mois, là, je dirais, du cursus, on s'attarde beaucoup au concept de vérité-mensonge. Donc, faire la distinction entre les deux. Puis c'est comme un peu moi j'aime dire que c'est le concept qui est roi, donc le concept des concepts, c'est lui qui chapeaute tous les autres concepts, parce que pour parvenir à détecter relativement de manière moindrement fiable
la présence de mensonges, on doit avoir fait tout le parcours au complet, on doit connaître son lexique corporel au complet, on doit connaître tous les concepts par cœur. Puis après ça vient justement une vision d'ensemble dans laquelle on parle du vérité mensonge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que probablement que le synergologue est l'une des personnes les mieux habiletées au monde pour faire face à la détection du mensonge. Mis à part les gens avec les polygraphes, mais c'est pas tout le monde qui traîne un polygraphe sur soi puis qui fait passer des tests aux gens. Donc, c'est intéressant d'avoir d'autres outils. Puis le synergologue est probablement le plus apte à cette détection-là parce que à la fin de son parcours, comme épreuve dans son examen, il y a plusieurs épreuves, l'une de ces épreuves-là doit être de décoder le mensonge à travers des vidéos qu'on ne connaît pas. Puis ces vidéos-là, dans le fond, il n'y a aucune manière possible de savoir si la personne ment ou pas, autre que les concepts du langage corporel qu'on a appris. Puis à travers 20 vidéos, on doit obtenir 80% pour avoir son titre, outre les autres épreuves. Donc, ça donne un peu ça met la table un peu sur, c'est pas de la magie, c'est quelque chose qui existe, c'est des techniques qui fonctionnent relativement bien, c'est jamais du 100%, mais c'est complexe, c'est pas, oublions les livres, oublions les ateliers d'une heure là-dessus, c'est plus creux que ça. Mais là, on va satisfaire votre curiosité, puis on va entrer un petit peu plus en détail là-dedans. Je parle souvent de la compétence du synergologue aussi, mais c'est important de savoir que, puis là, je rabaisse personne en disant ça, mais c'est important de comprendre que les synergologues, c'est la même chose que n'importe quel autre métier, n'importe quel autre type professionnel. C'est pas parce que quelqu'un est synergologue qui est nécessairement une bombe pour détecter le mensonge. Il est probablement beaucoup meilleur que la majorité des gens, le commun des mortels, mais il y a divers degrés de compétences à l'intérieur d'une même profession. Comme chez les psychologues, comme chez les mécaniciens, comme chez les coiffeuses, c'est la même chose. Donc, avoir le titre de synergologue, ça établit un seuil minimal de compétences. Après, ben, il y a des gens là-dedans qui sont relativement plus ou moins compétents que l'autre, mais l'une des manières dont vous pouvez savoir si quelqu'un est synergologue, au moins, c'est qu'il y a un registre officiel des synergologues sur le site officiel de la synergologie. Vous tapez synergologie.org, puis là-dedans, vous allez trouver un truc qui s'appelle registre officiel. Si le nom de la personne n'est pas là-dedans, ce n'est pas un synergologue. Je vous dis ça parce que au moins une fois par semaine, les gens me disent « Ah oui, j'ai un ami qui est synergologue, je vais voir dans le registre. » Puis la personne n'est pas synergologue, puis elle n'a probablement jamais rien fait qui ressemble à ça. Mais bon, pour que vous le sachiez, pour votre bon savoir. Donc, détecter le mensonge, moi, je trouve que c'est ni une expertise, ni un art, mais la conjugaison des deux. J'aime vraiment le concept de penser qu'il y a des habiletés relationnelles qui sont nécessaires là-dedans, que si on a juste une connaissance technique qui est froide, ça fonctionne pas. Et à l'inverse, si on a juste l'intuition, puis on a zéro technique, zéro connaissance, ça fonctionne moyen aussi. Ça prend une combinaison des deux. On comprend que dans le mensonge, il y a toujours des enjeux qui sont de divers degrés, si on veut. Il y a une grosse différence entre mentir parce que je suis un enfant, j'ai volé un biscuit en cachette avant le souper pour le manger, puis je suis accusé de meurtre, puis je produis un mensonge. On comprend que l'enjeu est pas le même, la gravité de la situation est pas le même, la gravité des conséquences non plus. Donc, un mensonge n'égale pas tous les mensonges. C'est ce qu'on va voir plus loin. Mais dans tous les cas, si on veut obtenir un aveu, parce que c'est ce qu'on veut dans la détection du mensonge, parce qu'il n'y a pas d'aveu, pas de preuve, hein, c'est la chose cruciale, c'est de mettre l'autre en confiance. Si on ne parvient pas à mettre l'autre en confiance, on n'obtiendra jamais d'aveu, on n'avancera jamais dans la relation, puis ça mènera à rien. Donc, si vous êtes un peu trop observateur, puis un peu trop intimidant, la personne va se refermer sur elle-même, vous obtiendrez absolument rien. Ça, c'est vu dans les interrogatoires policiers en passant. J'en ai écouté plusieurs. Écouter un interrogatoire policier, habituellement, ça dure entre 2 et 5 heures en moyenne. C'est pas quelque chose qui est palpitant à écouter, là, c'est long. C'est quasiment pénible. Moi, j'aime ça parce que j'aime creuser là-dedans. Mais ça n'a rien d'un film d'Hollywood. C'est vraiment une mise en confiance très, très, très lente pour obtenir un aveu à la fin. Avant d'embarquer dans les concepts très concrets, j'aimerais dire que malheureusement pour vous, il n'y a pas de signe de mensonge particulier. Donc, il y a des concepts, il faut avoir une vision globale de la chose.
En fait, c'est qu'il y a des non-concordances, des bizarreries, des illogismes. Il y a surtout des incohérences entre le verbal et le non-verbal. C'est ça qu'il y a plus que des items ou des gestes particuliers. Mais je vais vous en donner quand même des pistes. Avant de commencer avec le très concret, je pense que c'est assez important de définir le mensonge d'abord. Parce que là, tout le monde aimerait devenir un polygraphe ambulant, mais personne ne sait vraiment ce que c'est un mensonge. Si je vous pose la question, vous risquez d'avoir des définitions qui sont très différentes l'une de l'autre. J'ai cherché quand même pas mal pour trouver une explication, une signification, une définition qui me satisfaisait du mensonge, parce que dans le dictionnaire, j'ai utilisé plusieurs dictionnaires et Google, il n'y a rien qui, pour moi, est assez complet. Puis, à ma grande surprise, la définition la plus satisfaisante et la plus complète que moi j'ai trouvée provient d'un synergologue européen qui, je me souviens plus de son nom, mais son surnom dans ces trucs, c'est le mythologue. Si vous allez voir ça, je vous donne la définition. Le mensonge est une tentative délibérée, réussie ou non, de manipuler, omettre ou falsifier une information de manière verbale ou non verbale afin d'induire chez autrui une croyance que l'émetteur considère comme fausse. J'ai demandé à François de la mettre au bas parce que c'est extrêmement long comme phrase. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'on puisse appeler ça un mensonge, il faut que ce soit volontaire, que ce soit délibéré, qu'on déforme la réalité ou qu'on en cache une partie, et ça de manière réussie ou non, et de manière verbale ou non. C'est important, parce qu'on peut mentir avec le non-verbal. Hein. Vous savez qu'on peut tenter d'induire une croyance chez l'autre qui est fausse avec notre corps, en faisant des mimiques faciales. Donc, c'est important d'avoir cette distinction. Une fois le mensonge défini, bon, on comprend que c'est une façon de manipuler volontairement la réalité. Maintenant, on dit qu'il y a 8 types de mensonges qui sont à ce jour découverts, selon ma connaissance. On dit qu'il y a le mensonge par omission, le mensonge par, j'y reviendrai ensuite. Le mensonge par omission, le mensonge par protection, le mensonge officieux, le mensonge mythomane, le mensonge pernicieux, le mensonge de survalorisation, le mensonge de pouvoir et celui de bonne éducation. On va les survoler. Dans le fond, le mensonge par omission est très simple. C'est le fait de voiler une partie de la vérité. Donc, on peut dévoiler une partie de la vérité, mais on en cache une autre partie. Ça, c'est le mensonge par omission. C'est probablement le mensonge que je rencontre le plus souvent. Tout le monde l'utilise, puis on y reviendra tantôt. Nous sommes tous des petits menteurs dans la vie. Ensuite, il y a le mensonge par protection. C'est souvent appelé le mensonge blanc parce qu'il n'y a pas d'intention vraiment de nuire à autrui. Oui, la personne sait qu'elle déforme la réalité, mais c'est dans une intention de se protéger soi ou de protéger quelqu'un, un être proche ou un être ami. Donc ça, c'est le mensonge de protection. Il y a le mensonge officieux qui, lui, en fait, n'est qu'une inexactitude volontaire. Donc, on dit les choses en gros, mais c'est pas réellement ça. Ça peut être un petit peu de l'exagération ou quelque chose qui est officieux au lieu d'être officiel. La mythomanie, hein, le mensonge du mythomane, ben ça, c'est une tendance pathologique. Ça, on peut pas vraiment travailler avec ça parce que est-ce que la personne se croit ou pas? On tombe dans des pathologies. On sait que ça existe, nous, les synergologues, mais on s'occupe pas de ça parce que c'est vraiment trop spécifique. Puis c'est plutôt les professionnels qui devraient s'en charger, les psychiatres, les psychologues, etc. Il y a le mensonge pernicieux qui, lui, est un mensonge malveillant qui cherche à nuire à autrui. Ça existe. Le mensonge de survalorisation qui est produit lorsqu'une personne a une faible estime de soi et tente de se valoriser. Justement, on retrouve aussi de l'exagération là-dedans. Donc, de survalorisation. Le mensonge de pouvoir. Donc, ça, c'est un mensonge qui est fait par ou pour le pouvoir, notamment par les parents, des instances, la politique, le lobbying. Donc, tout ça, ça fait partie du mensonge de pouvoir. Je vous donne un exemple. À titre de parent, des fois, on ne veut pas expliquer à un enfant un gros concept, puis on lui dit tel truc au lieu de la vérité, pour que ça aille plus vite pour qu'il nous obéisse. Mais ça, c'est un mensonge de pouvoir. C'est pas nécessairement malveillant, mais c'est un mensonge de pouvoir. Ça peut être utilisé aussi dans la politique. La politique, parfois, il y a des choses qui peuvent nous être déformées pour pas créer, par exemple, une panique générale dans la population. Dans ce cas-là, ça peut être un mensonge de pouvoir, comme ça peut être délibérément pour tromper la population. On ne sait pas. Pas d'aveu, pas de preuve, souvenez-vous. Puis, on termine avec le mensonge de bonne éducation. Donc, être bien vu. Il y a des choses en société qui paraissent moins bien, puis on tente d'éviter ça, parfois en déformant la vérité. Donc, c'est un mensonge de bonne éducation. Ceci dit, est-ce que tout le monde ment? Oui.
Tout le monde. Tout le monde ment, tout le monde manipule à divers degrés. Est-ce qu'on est tous des manipulateurs ou des menteurs chroniques? Absolument pas. Mais tout le monde ment à un moment donné ou à un autre de sa vie, même les personnes les plus franches sur la Terre. Ça fait partie de la stratégie de survie. Là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts psychologiques qui sont derrière de ça. Maintenant, est-ce que le fait de... est-ce que le mensonge est mauvais? Bon, on l'a vu, pas nécessairement. Je vais répondre à Martin. Martin, dans quelle catégorie se retrouve un mensonge pour un surprise party, par exemple, qui ne fait que remettre la vérité à plus tard? Ben, moi, je pense que bon, on va dire mensonge blanc. C'est pas vraiment ben, tu sais, il y a un mensonge d'omission là-dedans. Parce que des fois, ils s'entrecroisent. Hein. Est-ce que c'est omettre une partie de la vérité? Est-ce que c'est pour protéger quelqu'un parce que là, tu veux lui faire plaisir, puis tu veux pas y gâcher la surprise tout de suite? Moi, je pense que c'est pas mal dans ces deux-là. Que ça se trouve. Mais de toute façon, c'est pas si important que ça, tout savoir ça. Je voulais juste comme nommer les choses parce que quand on nomme pas les choses, ben, ils n'existent pas vraiment. C'est important de savoir qu'il y a plus qu'un mensonge. C'était seulement ça mon but. C'est de permettre aux gens de savoir que un mensonge n'est pas nécessairement mauvais et un mensonge n'équivaut pas nécessairement à un autre mensonge. Donc, c'est ça. Est-ce que le mensonge est mauvais en soi? Ben là, on l'a vu, pas nécessairement. Puis il y a une grosse question de morale là-dedans. Là, l'éthique morale, on n'en fera pas là-dedans. Là, c'est un débat philosophique infini. Ça n'appartient pas à la synergologie. Mais je pense que le mensonge n'est pas nécessairement mauvais en soi, puisque tout humain ment à un moment donné ou à un autre. Des fois, ça fait partie de la stratégie de survie ou de la protection. Donc, c'est un comportement social. Puis, est-ce que le fait de mentir fait de quelqu'un un menteur? Pourquoi j'ai marqué ça? Je trouve ça important parce que en communication, on apprend que, du moins toute communication qui se respecte, quelqu'un qui ment n'est pas un menteur. Au même titre que quelqu'un qui fait du bruit n'est pas bruyant. La personne qui fait du bruit, son comportement me dérange, moi, parce que je le trouve bruyant, mais la personne n'est pas bruyante. Secondo, un comportement n'est pas l'identification de la personne. C'est pas parce que je mens une fois que je suis un menteur. Donc, il y a une question de rhétorique là-dedans, il y a une question morale aussi, il y a une question éthique. Mais moi, je trouve que traiter quelqu'un de menteur, non seulement c'est pas une vérité, mais c'est une extrême responsabilité qu'on devrait s'enlever. On devrait jamais traiter quelqu'un de menteur, synergologue y compris. On se fait très motivé, très enseigné à ne pas faire ça. Donc ensuite, le mensonge, là où ça, comment je dirais, là où ça tombe un peu en ruine chez d'autres personnes, c'est qu'on a l'impression que le mensonge est émotif, mais il n'est pas émotif, le mensonge est cognitif. Le mensonge, c'est un processus cognitif qui est extrêmement difficile. C'est ce qu'on va voir plus tard. En fait, c'est que, bon, je vais le dire tout de suite, c'est qu'un mensonge, en fait, c'est un collage de 95% de vérité environ. Là, on se met un gros chiffre comme ça. Je dois coller beaucoup de vérités ensemble qui ne sont pas nécessairement vraies dans l'instant présent, mais pour rendre la chose plausible, ça doit être des choses que je sais qui sont plausibles, justement, qui sont possibles, qui se peuvent, que j'ai déjà vues ou que l'autre a déjà vues, ou qu'on risque d'avoir ou que l'autre risque de voir. Donc, c'est un gros collage de 95% de vérité avec un peu de maçonnerie de 5% de mensonge, parce que si c'était 100% du mensonge, on n'y croirait pas. T'sais. Si je vous dis qu'il y a un éléphant mauve dans la cour pour vous faire croire que X autre chose, vous ne croirez jamais. Donc, ça doit avoir l'air plausible. Donc ça, la production du mensonge, c'est déjà difficile parce qu'on doit créer une histoire cohérente. Là, pour les gens qui sont très, très, très intéressés, je pourrais vous envoyer un document juste marqué dans le chat présentement, que vous êtes intéressé. Je vais vous envoyer un document des processus cognitifs qui sont établis par une personne lorsqu'on doit répondre à une question. Là, on ne parle même pas de mensonge. C'est une affaire de fou. Vous allez vous rendre compte que, OK, on fait tout ça en une demi-seconde, ça n'a pas de sens. Mais c'est une réalité. Donc, l'être humain performe cognitivement, mais un mensonge, c'est très lourd parce qu'on doit créer une histoire qui n'existe pas tout en la gardant plausible. Mais en plus, le menteur doit toujours vérifier si vous gobez son mensonge parce qu'il doit s'ajuster par rapport à votre comportement ou votre verbal ou votre non-verbal pour savoir s'il surenchérit ou s'il se fait, si son mensonge est gobé ou pas, de quelle manière il va modifier ça. Donc, c'est très difficile pour le cerveau. Puis, dans le fond, j'intègre un peu la notion du capital d'attention humain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'attention humaine, notre attention, là, il y a un capital à ça, il y a une fin à ça. On ne peut pas avoir de l'attention à l'infini. Sinon, on pourrait avoir de l'attention sur plein de choses en même temps, ça se peut pas.
J'entrerai pas trop dans les détails, mais disons que vous avez un capital pour faire un chiffre de 100 d'attention. Vous pouvez vous permettre de faire deux tâches de 50%, disons, d'attention. C'est possible. Mais vous ne pouvez pas faire deux tâches qui vous demandent 100% d'attention. Il y a quelque chose qui va déraper en quelque part. Je vous donne un peu le défi si vous voulez l'essayer, mais non, c'est pas vrai. Ça, vous allez avoir un accident d'automobile, mais le défi de faire 17 fois 24 en tournant à une lumière à gauche. Bonne chance. Il y a quelque chose qui va mal se passer. C'est sûr que si je vous demande de faire la même chose, tourner à gauche sur un feu vert en faisant 1 plus 1, vous allez l'avoir. Mais 17 fois 24, beaucoup moins commun. Là, vous risquez de vous perdre dans vos pensées et dans vos processus cognitifs, de ne pas voir les autos arriver de tous les côtés. Peut-être pas ça. C'est une mauvaise idée, mais imagine la chose. Puis donc, avant d'arriver dans les systèmes concrets, les gestes dont on va enfin parler, en synagogie, en fait, c'est que quand on arrive dans le mensonge, on tasse les systèmes, on tasse les gestes, puis on travaille avec des concepts. Voici les grands concepts généraux. Il y a d'abord le concept qu'on dit actif. Ça, c'est-à-dire que c'est l'attention. Les yeux ne clignent pas, puis pas parce que la personne est dans la lune, puis elle n'est pas là présentement. Autrement, c'est parce qu'elle est hyper vigilante. Donc, la personne qui ment doit, comme je l'ai dit un peu plus tôt, doit produire un mensonge, mais doit constamment observer si vous gobez son mensonge. Donc, elle ne peut pas se permettre un clignement d'œil parce que comme vous dégagez avec votre corps une quinzaine d'indices à la seconde, si la personne cligne des yeux pendant que vous faites une micro-expression faciale, elle ne pourra pas se permettre d'ajuster son mensonge en conséquence. Et ça a des effets sociaux graves pour la personne qui ment. Donc, c'est intégré, là, tout ça. C'est pas du rêve, là, ça existe pour vrai. Donc, une personne qui ment a fortement tendance à avoir beaucoup moins de clignement d'œil, clignement de paupière, voire pas du tout, pendant de nombreuses secondes, alors que dans une minute normale, on cligne des yeux environ 15 à 17 fois. Là, des fois, les gens peuvent ne pas cligner des yeux pendant une minute. C'est assez grave. Ça, c'est le premier concept. Là, je tiens, avant de poursuivre, à dire que ne prenez pas tous ces concepts-là. Prenez dans le note si vous voulez, mais sortez pas dehors cet après-midi et dire la personne ne cligne pas des yeux avant. Tu sais, on prend pas les concepts séparément. On n'isole pas les gestes chez un humain pour dire OK, ça égale ça. Ça, c'est ce qu'on voit à la base de la synagogie. C'est ce qu'on voit dans les livres, c'est ce qu'on voit dans les ateliers. Mais il faut apprendre à nuancer ça, il faut apprendre à interpréter ça de façon plus douce. Parce que sinon, on va tomber dans le jugement. Donc, ça, c'est un principe. Vous pouvez vous en servir, mais avec parcimonie. Si vous voyez cet indice-là, c'est un indice pour poser une bonne question. Donc, je poursuis. On dit qu'il y a la cognition incarnée. Qu'est-ce que la cognition incarnée? C'est-à-dire que quand je vis quelque chose pour vrai, c'est-à-dire, je sais pas, n'importe quoi, là. J'ai vu un accident d'auto sur le bord de la route, c'est pour ça que je suis en retard à mon travail, là, je l'explique à mon patron. Donc, j'ai vraiment vécu, j'ai vu l'accident, je l'ai vécu. Quand je vais le raconter, je risque de le raconter mon corps va le revivre au complet. Là, je ne sais pas si Chantal Carrier nous écoute, mais elle va être contente que je dise ça. Dans le fond, c'est que le corps revit l'événement. Ça se passe pas uniquement dans la tête, c'est pas uniquement cognitif. Comme j'ai vécu l'événement, il risque d'avoir des gestes qui sont associés. Puis comme moi, je fais partie de l'histoire, je mets les choses alentour de moi parce que je suis un peu le centre de ça. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui ment va avoir tendance à mettre les choses un peu en deux dimensions et à faire ça un peu comme un théâtre. Des gestes figuratifs où, oui, il y avait une maison, soit purement cognitif ou mettre les choses à un seul plan. Mais la personne ne se déplace jamais dans l'espace. Alors que si je dis, ben, j'ai vu un accident, la madame était à gauche avec sa moto, là, vous pointez à gauche, ben, ça prouve pas du tout. Mais ça nous indique que la probabilité que la personne était là réellement, il y a des meilleures chances que si la personne ne fait que décrire quelque chose sans jamais faire de geste. C'est juste un indice. Ensuite, on dit qu'il y a l'occurrence corporelle. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un geste qui revient toujours dans le temps, mais il devient intéressant parce que ce geste-là n'est pas habituellement répété chez cette personne-là. Puis là, il se répète tout le temps. Donc, ça devient intéressant. Puis, dernière chose, et non la moindre, il y a le rythme du corps de la personne. C'est-à-dire que je peux gesticuler beaucoup, comme je peux gesticuler moins, autant dans l'amplitude de mouvement. Donc ça, c'est le même geste que ça.
ben, il est fait dans une amplitude moindre ou plus. Donc maintenant, il y a l'amplitude, mais il y a aussi le débit. Donc, je peux gesticuler davantage que moins. Donc, le rythme change chez le menteur parce que le menteur, justement, va avoir tendance soit à se figer, soit à faire du surjeu, il acte, en fait. Il fait c'est vraiment du surjeu. C'est comme s'il actait, il en mettait trop, si on veut. Donc, il devient plus souriant, plus charmant, il en met plus avec ses gestes, comme avec ses paroles, ou il se fige. Donc, le rythme de la personne change énormément dans le mensonge. Quelques petits signes avant de... Oh, la machine infernale. Vous n'auriez pas trop l'entendre. François, fais-moi un signe de tête, tu l'entends? Tu l'entends? OK, parfait. Je poursuis. Excuse de t'avoir réveillé, François. Donc, ensuite, on dit quelques autres signes que je vous donne, qui ne font pas partie de ces grands principes-là, qui sont quand même intéressants. Quand les gens font des gestes à deux mains, ça ne veut pas dire qu'ils mentent du tout. Tout ce que ça veut dire, c'est que la personne est moins convaincue. Mais quand une personne est vraiment convaincue, elle n'a pas besoin de faire des gestes à deux mains. Faire des gestes bilatéraux, symétriques à deux mains, c'est juste mettre plus d'emphase sur ce qu'on dit. Donc, c'est pas nécessairement du mensonge, surtout pas. Ni nécessairement une tentative de convaincre l'autre, mais il y a un petit peu de ça. Donc, on est moins convaincu, moins d'assurance. Ou on veut faire passer un message qui est un peu plus emphasé. Ensuite, il y a la surdité. Le mensonge est sourd. Le menteur, là je dis le menteur, mais on comprend que c'est pas péjoratif. Le menteur est sourd parce que comme il doit mijoter ses processus cognitifs, quand il fait semblant de ne pas avoir compris, puis il dit quoi, pardon, ben, il a le temps de réfléchir une demi-seconde de plus à ses trucs. Une demi-seconde pour produire un mensonge, c'est précieux. Ça, c'est de un, ça peut être une stratégie, mais ça peut être aussi parce qu'il est réellement perdu dans ses processus cognitifs. Donc, le menteur est souvent sourd, pas toujours. Là, je répète le principe d'attention, l'hypervigilance dont j'ai parlé tantôt. Il y a souvent des rires intempestifs, pas toujours, mais s'il y a des rires intempestifs, là, des rires, il y a beaucoup de rires pour rien. Ça peut faire partie du malaise, mais aussi du mensonge. Je l'ai dit tantôt, de la surparticipation, trop de gentillesse, trop de sourires. Il y a souvent de la tension musculaire. Donc, quand il y a une hypervigilance, il y a de la tension musculaire. Le menteur cache souvent des doigts. Donc, que ce soit un ou des doigts, cache souvent des doigts. Puis, on a parlé, si vous avez écouté le live numéro 2 avec le vrai et le faux sourire, ben là, vous comprendrez que la non-authenticité d'un sourire peut révéler le mensonge. Bon. Là, j'ai terminé avec les items. Je vais répondre aux questions. Mais avant de terminer, parce que j'ai 2-3 autres trucs à vous dire, je voudrais répéter encore une fois, parce que ce sera jamais assez clair. Là, si quelqu'un a tombé sur les 5 dernières minutes, va dire, bon, Manuel, c'est un charlatan. Il dit ça, c'est ça, puis un menteur doit faire ça, c'est ça. Je répète qu'il faut nuancer que tout ce que j'ai dit dans la dernière demi-heure sont des indices qu'une personne peut mentir et qu'il faut être formé adéquatement pour pouvoir être en mesure de théoriser qu'une personne peut ne pas être authentique. Comprenez à quel point c'est nuancé, là? Finalement, il faut être un expert, un champion pour pouvoir avoir le droit de dire que peut-être qu'il est possible qu'une personne mente. Sinon, ben, on dit jamais ça. Mais bon, ça peut être des trucs intéressants dans votre vie personnelle, sans jamais brimer personne. Mais c'est important de nuancer. Moi, je trouve ça toujours super important. Je le dirai jamais assez. Donc, ne pas prendre ces trucs-là un par un, puis faire un geste égal à un menteur. On est loin de ça. Puis même si la personne avait tout ça, on ne peut pas déterminer que quelqu'un ment ou pas en dehors d'avoir un aveu. Donc, pas d'aveu, pas de preuve. On fait juste un point de départ, la synagogie. Donc, tout ce que je vous ai nommé, les gestes que je vous ai nommés, c'est un point de départ pour peut-être découvrir la vérité, puis peut-être que c'était ça la vérité finalement. Donc, je clôt un peu ça parce que y a des gens qui sont emmerdés par la nuance, mais pour moi, c'est important de ne pas tomber dans la radicalité. Justement, je poursuis avec ça avant de répondre à vos questions. Il faut faire super attention parce qu'il y a plusieurs biais cognitifs. Les biais cognitifs, en fait, c'est une distorsion de la réalité que notre propre cerveau se fait à nous-mêmes, s'inflige finalement. Donc, on a plusieurs biais cognitifs qui peuvent faire partie du mensonge. Je les nommerai pas tous, mais il y en a des intéressants. Il y en a un qui s'appelle l'effet Pygmalion. Ça veut dire que celui qui observe, fabrique le menteur s'il pense que la personne est menteuse. Ça veut dire que si je pense que vous mentez,
je vais fabriquer un menteur en vous. Donc ça, c'est un biais cognitif. C'est partir d'un jugement, finalement, au lieu de simplement regarder qu'est-ce qui se passe pour poser des questions. Il y a aussi l'effet Othello, qui est super intéressant. Je pense que l'autrement, ce qui crée un faux positif. Donc, finalement, quand je pense que vous mentez, vous vous mettez à être nerveux. Là, il y a plein de trucs que j'ai nommés là-dedans qui se mettent à sortir alors que vous mentez pas du tout. Vous êtes seulement malaisé, nerveux, vigilant, parce que je vous fais pas confiance. Donc, c'est moi, encore une fois, qui crée le menteur. Il y a le biais d'expertise. Il y a quelque chose qui démontre que plus on est expert en quelque chose, plus on risque d'avoir des menteurs où il y en a pas quand on est formé à la détection du mensonge. Donc, ça peut faire partie de moi. Je fais vraiment attention à ça, mais personne n'est à l'abri. Donc, plus on est formé à quelque chose, plus on voit de cette chose-là. C'est une responsabilité épouvantable sur la détection du mensonge. Vous verrez, ça a l'air le fun de loin, mais c'est épouvantable comme responsabilité de s'affliger de ça. Il y a le biais d'étrangeté. Si l'autre a l'air bizarre, il doit mentir, alors que c'est pas nécessairement le cas. Puis, je veux terminer avec quelques mythes. Se gratter le nez, ça veut pas dire mentir nécessairement du tout. Fuir du regard, on entend souvent aussi, ça veut pas nécessairement dire du tout la personne ment. Le menteur est hyper attentif. On en a parlé, ça fait partie du mensonge, mais c'est pas nécessairement le cas. Il y a une chose qui est vraie, par contre, c'est que qui est vraie dans la mesure du possible. Dans la vérité, on fait moins d'efforts pour raconter ce qu'on dit, finalement. Donc, dans le mensonge, il y a toujours plus d'efforts cognitifs. Alors que dans la vérité, pose-moi une question, j'y réponds tout bonnement. Mais ça ne veut pas dire nécessairement, parce qu'une personne peut être justement méfiante, tendue, hyper vigilante. Il y a une phrase que j'adore, que le créateur de la synergologie m'a répété à quelques reprises, que je trouve super brillante. Puis c'est drôle parce que ça contredit un petit peu le concept de la synergologie. Il ne faut pas nous couper de l'intuition que nos 100 milliards de neurones nous apportent. C'est-à-dire qu'on est composé de 100 milliards de neurones et plus là, qui nous apportent une intuition. Puis là, sous prétexte qu'on apprend un truc, il faudrait nous couper de notre intuition. Donc, il faut se servir des deux. Je l'ai dit tantôt, c'est un mélange d'expertise et d'intuition d'un art. Puis, dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est, avant de répondre aux questions, c'est on décode toujours au moins, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on décode toujours au moins amis, conjoint que amis que inconnus. C'est-à-dire que plus la personne est proche de nous, relationnellement, émotionnellement, moins on va être apte à la décoder ou à lire en elle, si on veut, par le langage corporel ou pas. On va avoir plus tendance à gober un peu les mensonges dans ce cas-là. Donc, c'est plus facile de jauger si quelqu'un ment, puis que la personne est inconnue. Sur ce, moi, j'ai terminé mon petit discours. J'espère que vous avez apprécié. Et on va enchaîner, François, si tu veux bien, avec les questions des gens. Marc, la voix est-elle aussi à surveiller? Ton volume, rythme? Oui. D'abord, bonjour Marc, merci pour la question. Oui, la voix fait partie du rythme. En fait, la voix va avec le corps. C'est indissociable. J'avais déjà dit, je pense, dans un autre live, sinon, je vais le dire, que c'est très difficile, vous pourrez faire l'exercice, c'est très difficile de crier, de parler de manière très tendue, de dire quelque chose qui est négatif haut et fort et d'être détendu dans votre corps en même temps, ou l'inverse, d'être hyper tendu, hyper tonique, si on veut avoir beaucoup de contraction musculaire et avoir une petite voix qui est faiblarde en disant quelque chose de positif. C'est extrêmement difficile comme exercice. Ça démontre vraiment que le corps va avec la voix tout le temps. Donc, si le rythme du corps change, le rythme de la voix aussi change. Donc, on porte attention seulement à la voix, seulement au corps, toujours en lien avec le verbal, évidemment, mais ou les deux ensemble, c'est tous des indices. Donc, oui, c'est à surveiller, le rythme sonore. Kelly, bonjour Kelly. Comment être conscient que c'est nous qui créons le menteur? En fait, là, ça devient très difficile. Faut justement être formé à ça. Puis, la façon la plus facile de savoir si vous êtes en train de créer un menteur, c'est demandez-vous simplement est-ce que je pense que l'autre ment ou si j'ai une ouverture d'esprit puis je me dis que ça se peut vraiment que la personne ne mente pas. Parce que dès l'instant où vous dites je pense que l'autre ment, il y a des bonnes chances que vous ayez déjà fabriqué votre menteur. Parce que pas d'aveu, pas de preuve. Donc, pas d'aveu, pas de preuve, c'est une belle phrase, là.
parce qu'un aveu est une forme de preuve, mais ça ne veut pas dire non plus que si je veux obtenir un aveu, si par exemple je crois que vous êtes menteur, que je travaille dans les coins pour obtenir un aveu, ben là, je peux créer un menteur. Je peux faire avouer quelqu'un qui n'a pas commis un crime en tant qu'enquêteur policier, seulement en le mettant sur la sellette, en le fatiguant, en le contraignant, pardon, de plusieurs façons, jusqu'à ce qu'il arrive tellement fatigué qu'il nous donne un aveu qui ne fait pas de sens, qui n'est même pas la réalité. Donc, c'est probablement la seule façon de savoir, de déterminer si on crée un menteur ou pas, c'est de revenir dans sa posture mentale puis de se demander est-ce que j'écoute vraiment l'autre ou est-ce que je me demande constamment s'il est en train de mentir. Parce que si vous vous demandez s'il ment, c'est déjà un bel indice que vous créez un menteur, malheureusement. Marc, tu recommandes de ne pas confronter le menteur. Absolument, Marc, c'est une question, mais je le prends comme une affirmation. Je recommande de ne jamais confronter personne dans la vie, sur la base d'une communication saine, du moins. Puis lorsqu'il n'y a pas d'enjeu judiciaire ou de protection, là, peu importe, ne jamais confronter quelqu'un, surtout pas sur la base de ce qu'on a vu. Jamais, 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 dans mes cours, je le répète plein de fois, jamais vous allez dire à quelqu'un ben, tu viens de faire tel truc, fait que je pense que tu fais oublier ça, vous allez rencontrer une résistance qui était même pas existante, qui va se décupler. Vous allez avoir tout sauf une communication qui fait du sens. Donc, de confronter un menteur, non, je pense pas. Je répète que je sais que ça a été vite, là, tout ce que j'ai dit tantôt, mais je remets sur la table que la seule façon d'obtenir des aveux lorsqu'il y a à en avoir et lorsqu'il y a un enjeu important, c'est de mettre l'autre en confiance. La seule façon de mettre l'autre en confiance, c'est de lui faire confiance pour vrai. Je répète que les interrogatoires policiers qui durent 4 heures, c'est pas du rentre-dedans là, à la Hollywood du tout. Là. C'est vraiment des discussions qui sont portées sur la relation. On voit que l'enquêteur, autant verbalement que non verbalement, est à l'écoute de l'accusé. Puis c'est comme ça qu'il parvient à avoir des aveux. Donc, confronter, c'est vraiment pas un beau verbe, c'est vraiment du face-à-face. Il faut absolument éviter ça. À moins que là, vous ayez un enjeu, mais on n'entrera pas là. Donc, non, on ne confronte pas le menteur. On confronte personne. Martin, est-ce que l'intention du mensonge affecte le non-verbal? Oui, oui, absolument. Et ça se voit à travers plein de signes, dont certains signes qui ont fait partie de la petite liste de tantôt, à travers d'autres signes aussi. Vous savez, moi, dans mes classes, j'enseigne pas la détection du mensonge pour 2 raisons. Un, c'est beaucoup trop compliqué. 2, il y a d'autres moyens de se rendre compte qu'il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal en passant autrement que par la grosse détection du mensonge. Donc, ce que j'appelle des non-dits, ce dont on est bourré et qu'on démontre, on manifeste à tour de bras dans une journée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. On en a déjà parlé, mais le fait de voir que quelqu'un dit quelque chose et qu'il y a quelque chose d'autre à dire, qui est probablement même pas conscient, ça nous amène à une piste qui est haute. Donc, oui, l'intention du mensonge affecte le non-verbal, ça c'est définitif, sauf dans la fabulation, soit de la démence là, ou de la mythomanie, ou des pathologies dans lesquelles on ne se spécialise pas du tout. Là, si la personne se croit elle-même, ben, il risque de ne pas avoir des signes de mensonge. Signes de mensonge en guillemets. Salut! Ça fait le tour pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions à ajouter, mais ça fait le tour des questions qu'on avait là, dans le chat. OK, super. Bon, ben donc, j'en profite. Si vous voulez poser une dernière question, allez-y, parce que c'est maintenant ou jamais. Sinon, je vais répondre aux gens en privé, évidemment. Donc, c'est le dernier live. C'était la dernière période de questions-réponses. Merci beaucoup, en attendant, s'il n'y en a pas d'autres. Merci beaucoup pour l'écoute de ces 4 webinaires-là, de cette petite série-là, que j'ai eu du plaisir, dans lesquels j'ai eu du plaisir à offrir de la gratuité. J'espère que ça va vous servir. J'espère que ça vous a intrigué sur le langage non-verbal de manière pas trop ésotérique, là. Ça, c'était mon petit plaisir à moi. J'espère que vous avez aimé ça. Merci pour cette écoute-là. Merci, François, pour l'assistance de ces 4 lives-là. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ça. Ben, vous savez, pour les gens qui ont découvert un intérêt là-dedans, que vous pouvez toujours me rejoindre partout sur les réseaux sociaux, en fait, là, Instagram, LinkedIn, Facebook, sous le nom de Manuel Constant ou sous le nom de Synergo pour les formations pour aller un peu plus loin. Sinon, là, je vois François Luc qui dit « Est-ce que les mythomanes deviennent des pros pour cacher le non-verbal? »
Ça, Luc, là, je vais être très, très, très honnête, c'est le mensonge que je connais le moins. Puis en fait, moi, je dis toujours que en synaptologie, que ce soit dans mes classes ou pas, je dis toujours que dès qu'il y a une pathologie ou une condition particulière, j'exclus ça du langage corporel parce que c'est des choses qui n'ont pas été assez observées. Il y a des travaux de recherche qui sont faits à l'interne sur certains sujets, mais c'est pas encore assez développé. Puis justement, je m'embarquerai jamais de la vie et j'ai pas la prétention de dire que je connais la mythomanie. Donc, je préfère dire, je connais pas ça, je ne m'avancerai pas, ni professionnellement, ni personnellement là-dessus. Fait que je sais pas, Luc, merci de la question. Puis, donc, si c'est la fin, je vous redis un énième merci. Donc, on se revoit à bientôt dans quelque part d'autre.